aujourd'hui. C'est extraordinaire. Un merci particulier à mon éditeur, Pierre-Louis Trudeau, qui a osé risquer cette publication. Je sais que c'est une publication qui est très dérangeante et ça prend du gosse pour le faire. Peu de diffuseurs l'auraient fait, par crainte de représailles subtiles. Ça, je le sais. Un grand merci particulier aussi à mon grand ami François Saint-Louis, à toute son équipe de Radio Infocité. Un dévouement inlassable qui ont rendu cet événement possible. J'apprécie énormément. À noter que malgré son titre sur Daniel Johnson, le fruit de cette recherche porte autant sur les grandes manœuvres des forces occultes pour briser le rêve de notre pays. Je l'ai écrit en transportant des valises de documents dans un local que j'ai loué en 2020 à la Société nationale des Québécois des Laurentides, où durant plusieurs semaines, j'ai bossé comme un moine. Merci à ma compagne de vie, Nicole, d'avoir toujours su me supporter. Pas toujours facile. Voici en résumé ce que contient cet ouvrage. J'ai essayé d'être bref parce que c'est un peu long, hein? Il s'agit d'un casse-tête à plusieurs inconnus dont on n'a pas fini de rassembler les pièces. Moi, j'y apporte ma contribution, bien imparfaite, à la lumière de faits dont j'ai été témoin privilégié et à la suite de témoignages de première main. Et je sais que d'autres vont pouvoir rajouter des pièces à ce casse-tête qui n'a pas fini d'être résolu. Entre autres, j'aimerais souligner, parce que le livre n'est pas seulement sur Daniel Johnson, que la police connaissait bien l'endroit où la porte a été séquestrée et tuée en 1970. Que René Lévesque a eu peur que l'armée canadienne envahisse le Québec, et j'en ai la preuve. À l'origine du FLQ, des militants étaient déjà dans la mire de la police et des services de renseignement. Pour la CIA, le Québec a été un laboratoire pour expérimenter l'art de contrôler et de mater toute velléité d'indépendance. De Gaulle devait assurer la prospérité économique de la République québécoise grâce à notre uranium inexploité. Ça, on ne peut parler dans notre histoire. J'aimerais qu'on fouille ça davantage. Je parle aussi des assassins de mon ami Mario-François Bachan, qui ont agi de sang-froid, sous l'œil bienveillant et complice des autorités canadiennes. De l'armée canadienne, dont on parle peu, de son service de renseignement qui contrôlait Robert Bourassa et puis Jean Drapeau lors de la crise d'octobre. Ils avaient leurs hommes sur place, je le prouve. Paul Desmarais, qui a harcelé et menacé Daniel Johnson, mettant sa vie en danger jusqu'à sa mort pour qu'il renonce à son projet de république. De tous les mouvements indépendantistes qui ont été infiltrés à l'os par les services de renseignement depuis les tout débuts et jusqu'au plus haut niveau. Le FLQ posait des bombes sous les yeux de la police qui laissait faire. En politique, le scénario d'une crise majeure est souvent écrit d'avance par la force dominante. Et ce fut notre cas. Je réalise aujourd'hui que j'étais suivi quand je posais des gestes illégaux. C'était de l'entrapment. On m'a piégé, on m'a emprisonné durant 3 ans illégalement. Et les enfants des victimes emprisonnées durant la crise d'octobre, moi, je pense qu'ils devraient poursuivre Ottawa pour les sévères traumatismes qu'ils ont subis. Au commencement, il y avait le plan des autorités, pas le plan d'Autour, mais un plan machiavélique, comme on l'a appliqué dans plusieurs pays en révolte, et tout a bien fonctionné. Je souhaite une bonne lecture, et je vous demande, s'il vous plaît, de faire en sorte que les générations qui ignorent ces événements essentiels de notre histoire en prennent connaissance un jour. Merci beaucoup tout le monde.